Bonjour tout le monde. Bonjour. Bienvenue sur ce webinaire GREP, notre premier de l'année, qui est animé par Amadou Kassé, donc notre directeur épargne salariale et retraite. Et ce matin, on va voir comment booster vos dispositifs de partage de la valeur autour de 5 questions principales à se poser. On va attendre quelques minutes que tout le monde rejoigne le webinaire et puis Amadou pourra lancer. Merci Margot. Alors, on va pouvoir commencer. Donc, bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Comme je le disais, Amadou Kassé, donc directeur épargne salariale et retraite de chez GEP, va vous présenter ce matin comment booster vos dispositifs de partage de la valeur. Bonjour tout le monde. Ravi d'animer ce webinaire, donc on va dire très concret ce matin. Comme vous le savez, on est dans la semaine de l'éducation financière, donc je pense que c'est important aussi pour GREP d'apporter sa pierre à l'édifice et de donner une vision plutôt RH, on va dire, sur l'accompagnement qu'on peut vous proposer. On va vous parler en 2 minutes de GREP, mais donc GREP, on est courtier d'utilité sociale dédié au collectif. Et notre mission, c'est d'œuvrer pour la performance sociale de nos clients et le mieux vivre des personnes assurées. Donc, on a 2 expertises, une en conseil et une en gestion, avec un champ d'action sur la santé, la prévoyance, l'épargne retraite et l'épargne salariale, en France comme à l'international. Donc, Amadou fera un focus évidemment sur la partie épargne retraite et épargne salariale. Mais donc, on a ces 2 expertises en conseil et gestion avec des engagements forts parce qu'on est devenu entreprise à mission en 2022. Donc, on a développé toute une stratégie autour de ce statut avec une politique RSE et plein d'autres actions que vous pourrez découvrir à travers nos newsletters. Amadou, je peux te laisser prendre la parole sur l'épargne retraite et salariale si tu le veux bien. Très bien. Merci Margot. Effectivement, Margot l'a souligné, donc GREP est une entreprise à mission. C'est un engagement fort qu'on arrive à, j'allais dire, répliquer sur nos expertises en épargne retraite et épargne salariale. Pour ma part, donc, j'ai un peu plus de 18 ans d'expérience cumulée en gestion d'actifs, mais également dans le pilotage des dispositifs d'épargne retraite et d'épargne salariale pour des sociétés de toute taille. Et pour parler des expertises, on va plutôt être sollicité par nos clients, par des prospects, pour les accompagner notamment sur la gestion, l'audit et le design de leurs dispositifs d'épargne retraite. Plus concrètement, tous les dispositifs PER qui ont été créés avec la loi Pacte de 2019, mais également sur la transformation d'anciens dispositifs. J'interviens également sur le pilotage de dispositifs d'épargne salariale, donc audit design, mais également la sélection des prestataires et également la renégociation quand il faut renégocier ces dispositifs de manière à améliorer leur performance globale. Et un sujet qu'on traite également, c'est la retraite des dirigeants. Comme vous le savez, on avait par le passé les dispositifs article 39 ou régime à prestations définies qui étaient souvent mis en place pour les dirigeants, donc qui a été transformé en dispositif de droit acquis. Donc aujourd'hui, on a toute l'expertise et la capacité à vous accompagner, notamment si vous voulez le mettre en place sur les études actuarielles, mais également sur l'optimisation de ces dispositifs pour pouvoir fidéliser les cadres de haut potentiel. Pour parler du sujet de partage de la valeur qui nous rassemble aujourd'hui, on pensait que c'était important d'avoir une vision, j'allais dire déjà macro, pour vous donner une idée des évolutions récentes qu'on a eues dans le cadre de ces dispositifs, avant de faire un focus, on va dire, sur un audit qu'on a pu mener l'année dernière pour accompagner une société dans la transformation de ces dispositifs. Tout d'abord, quelques chiffres de l'épargne collective. Et généralement, on parle de partage de la valeur, mais c'est l'ensemble des dispositifs finalement que les entreprises mettent en place pour leurs salariés pour répondre à différents aspects de leur stratégie RH, comme la fidélisation, l'attrait de la marque employeur, mais également tout simplement parfois pour respecter une obligation légale, puisque l'épargne salariale est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés et depuis très récemment, voilà, dans toutes les entreprises de plus de 11 salariés. Donc, quand on parle d'épargne retraite collective et d'épargne salariale, on est sur des dispositifs qui représentent à peu près 350 milliards d'euros. C'est un peu moins de 7% de l'épargne financière des Français.
Donc, ça peut faire des gros montants à la lecture, mais ça reste quand même relativement faible par rapport à toute l'épargne dont disposent les ménages. Et quand on pose la question aux salariés, on va dire que 80% d'entre eux connaissent ces dispositifs d'épargne collective, donc épargne salariale et épargne retraite. On note que 400 000 entreprises ont mis en place ces dispositifs. Donc aujourd'hui, ça bénéficie à peu près 53% des salariés, des 19 millions de salariés qui exercent en France. Et quelques chiffres donc, concernant un peu les dispositifs. Donc sur l'année 2024, par exemple, la prime moyenne qui a été distribuée dans le cadre des dispositifs de participation au bénéfice, on était à peu près à 2 000 euros, donc avec une progression de 5% sur une année. 1 624 euros pour les entreprises qui avaient mis en place un dispositif d'intéressement, donc un dispositif qui veut jouer la stratégie commune donc de l'intérêt et de la performance financière pour l'entreprise, mais également la bonne récompense, en tout cas à due concurrence de l'atteinte des objectifs pour les salariés. Et en moyenne, d'après quelques chiffres qu'on a pu récolter dans les publications récentes de l'AMF, on estime que chaque Français détiendrait en moyenne 13 500 euros dans ces dispositifs d'épargne collective. Et une nouveauté qu'on a eue depuis 2022 avec la prime Macron, donc c'est la prime partage de la valeur qui a été maintenant intronisée dans le dispositif d'épargne salariale. Pour l'année 2023, 5,3 milliards d'euros ont été distribués par les entreprises à peu près 6 millions de salariés avec une prime moyenne de 885 euros. Donc, les questions qu'on a soulevées dans le cadre de ce webinaire, donc on l'a simplifié en réduisant vraiment le spectre à 5 questions qui peuvent être pertinentes à poser dans le cadre d'une démarche d'optimisation de ces dispositifs de partage de la valeur pour booster à la fois la performance financière, mais également j'allais dire, le coût financier de ces dispositifs. C'est des dispositifs qui peuvent représenter des sommes importantes. Donc, on a résumé ces questions à 5 questions qu'il faut se poser systématiquement, en tout cas, pour pouvoir entamer une démarche d'optimisation de ces dispositifs de partage de la valeur. Donc, la première question, c'est suis-je conforme? On reviendra un peu plus en détail sur la conformité, en tout cas, les éléments qui permettent d'y répondre dans le cadre de ce webinaire. L'autre question, c'est est-ce que mon dispositif est optimal? Donc, on peut mettre en place un dispositif sans pour autant tirer tous les avantages, j'allais dire, des placements financiers, de la capitalisation, mais également d'avoir bien négocié les frais qui parfois représentent une bonne partie de la performance qui devrait être distribuée aux salariés. On va parler également de la performance financière des différents fonds que vous allez sélectionner dans le cadre de ces dispositifs, qu'il s'agisse de fonds en euros pour ceux qui disposent d'épargne retraite obligatoire, mais également la performance financière des FCPE ou des fonds communs de placement de manière générale. Une question également qui est fondamentale, c'est comment simplifier la gestion de ces dispositifs pour mes salariés. Dans beaucoup d'entreprises, ces dispositifs ont pu être mis en place à différentes périodes. D'abord, un dispositif père obligatoire qui est optionnel avant que l'entreprise n'atteigne les 50 salariés et donc coche l'obligation de mettre en place de la participation. Et donc, à chaque fois, on a souvent le réflexe de faire une sélection sans pour autant regarder, j'allais dire, une notion d'harmonisation et d'optimisation de ces dispositifs. Voilà. Donc, cette question va traiter un peu de la simplification pour les salariés, mais également pour les services RH en termes d'interlocution. Et la dernière question, c'est qu'attendre de son gestionnaire de placement. Et donc, ça, ce sera plutôt sous forme de synthèse pour vous donner une vision globale de notre intervention chez un client qu'on a pris, en tout cas, pour exemple, dans cette étude. Tout d'abord, un bref rappel des évolutions réglementaires. Donc, on est dans un domaine qui évolue beaucoup au gré de législation. Donc, on l'a vu notamment en 2019 avec la loi Pacte qui est venue simplifier les dispositifs de partage de la valeur, notamment en interdisant la commercialisation d'anciens dispositifs donc très hétéroclites qu'on avait avant, qui ont été remplacés par le plan d'épargne retraite d'entreprise, donc le PER. Le PER est décliné sous format épargne retraite obligatoire avec le PER obligatoire, PER d'entreprise collective dans le cadre de l'épargne salariale, mais également au niveau individuel, puisque avant on avait les dispositifs PERP ou Madelin pour les professions libérales
qui sont tous regroupés dans un seul dispositif qui s'appelle le PER. Donc, et ce fameux PER donc, a pour avantage d'apporter de la flexibilité pour les épargnants, puisque maintenant on peut transférer ces dispositifs d'épargne, qu'on soit sur un PER ou un PER éco ou un PER 1, on peut toujours faire un transfert d'un ancien dispositif vers un dispositif qu'on aurait dans son entreprise pour pouvoir regrouper son épargne. Et cette loi a également facilité les sorties en capital, puisque désormais tous les versements volontaires que font les salariés, qui sont par la même occasion déductibles de leur revenu imposable, peuvent être liquidés sous forme de capital à la retraite ou dans le cadre de rachats anticipés. Plus récemment, juste après la réforme des retraites, on a eu la loi sur le partage de la valeur. Donc cette loi est venue ajouter un peu plus d'équité et d'implication des salariés dans le cadre du partage de la valeur. Pourquoi? Parce que on constatait en France que les grandes entreprises, donc les entreprises de plus de 50 salariés et davantage, avaient souvent le réflexe de répondre à leurs obligations, mais donc de mettre en place ces dispositifs de partage de la valeur. Ce qui n'était pas le cas des entreprises plus petites, donc de moins de 50 salariés. Et cette loi est venue donc généraliser l'obligation de mettre en place au moins un dispositif dans son entreprise dès lors qu'on a franchi le cap des 11 salariés. Il est également venu apporter quelques évolutions, hein, notamment avec la promotion de l'épargne responsable. Désormais, il est obligatoire pour les entreprises d'avoir des fonds labellisés, donc parfois des labels d'État ou des labels qui ont été validés pour pouvoir intégrer ces dispositifs, comme le label Greenfin solidaire ou le label Relance qui investit dans des PME, pour pouvoir être conforme avec le nouveau cadre qui a été édicté en 2023, mais qui est effectif depuis le 1er janvier 2025. Et la dernière nouveauté, c'est la fameuse loi Industrie verte. Donc, c'est une loi qui est passée l'année dernière, donc en 2024. Et cette loi est venue maintenant donner du sens à l'épargne. Donc, il y a une vraie suite, j'allais dire, logique dans ces trois lois, puisque une fois qu'on a simplifié, on a généralisé, et maintenant on est venu apporter du sens dans l'épargne des salariés, notamment avec l'obligation d'avoir de l'investissement durable dans ces dispositifs, et également une nouveauté qui est l'intégration des actifs non cotés dans les dispositifs d'épargne salariale. Voilà, désormais, les entreprises vont devoir adapter les grilles de gestion pilotées qui sont proposées dans ces dispositifs créés avec la loi Pacte, avec 4 profils au lieu de 3 profils. Et le quatrième qui est la nouveauté, c'est le profil offensif qui pourra avoir jusqu'à 15% d'actifs non cotés quand on est à plus de 20 ans de la retraite. Et j'ouvre juste une petite parenthèse donc, pour ceux qui ne connaissent pas le non coté. Quand on parle généralement de non coté, on va parler de private equity. Donc, c'est des investissements qui vont aller plutôt dans des actifs financiers qui ne sont pas cotés en bourse. C'est parfois des projets d'investissement dans des infrastructures, parfois qui peuvent avoir des termes plutôt longs, mais avec des taux de rendement largement supérieurs à ce qu'on pourrait trouver sur des actifs cotés. À la différence des actifs cotés qu'on peut suivre au quotidien, voilà, ces dispositifs peuvent également présenter un risque, mais comme on est dans le domaine de l'investissement à long terme, donc épargne retraite, épargne salariale, et je vais plutôt cocher le PER collectif pour ceux qui épargnent sur ces dispositifs-là, on va pouvoir porter ces investissements sur des durées plutôt longues et bénéficier également de leur rendement et pouvoir supporter des à-coups financiers qui pourraient intervenir sur le long terme. Amadou, j'ai une question par rapport à cette réglementation. Est-ce qu'il y a des risques pour l'entreprise de ne pas être conforme à toutes ces lois? C'est un risque d'image, de marque employeur ou c'est plus important? Alors, on va dire que le risque qui pourrait se présenter pour l'entreprise, et je pense que tu l'as souligné, c'est déjà une perte d'opportunité. Pourquoi? Parce que ces lois ont plutôt l'avantage de simplifier les dispositifs pour les salariés et parfois aussi il y a une carotte fiscale, hein, c'est-à-dire que lorsqu'on transforme par exemple un article 83 en PER obligatoire, on va pouvoir baisser son forfait social. L'autre aspect que je pourrais plutôt qualifier de risque, c'est un risque juridique tout simplement, parce que dès lors qu'on oblige l'entreprise à mettre en place un dispositif de partage de la valeur, le fait de ne pas le mettre en place
expose l'entreprise à un risque prud'homal, donc de la part des organisations syndicales ou du CSE, si jamais voilà, ils se rendent compte qu'il y a un avantage qui est dû et qui n'est pas présent au sein de l'entreprise. Et l'autre aspect, c'est plutôt un aspect plutôt financier, j'allais dire de négociation, hein. Une entreprise qui va aujourd'hui avoir un dispositif de partage de la valeur avec un plan d'épargne hyper collectif va devoir, dans son dispositif, cocher la fameuse case avec les 4 profils de gestion que j'ai énoncés tout à l'heure. Très bien, merci. Alors, un regard sur le nouveau panorama de l'épargne salariale. Donc, on a dit que l'épargne retraite obligatoire était facultatif, mais on y reviendra. Donc, désormais, le paysage de l'épargne salariale en France, c'est déjà 5 dispositifs qui peuvent être mis en place depuis la loi sur le partage de la valeur. Il y a la participation qui est obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés, l'intéressement qu'on peut mettre en place pour booster sa performance opérationnelle ou financière. Donc, c'est des dispositifs qui permettent de fixer j'allais dire, des objectifs au sein de l'entreprise qui permettent, une fois atteint, de délivrer une prime à l'ensemble des salariés. Il y a l'abondement qu'on peut mettre en place également pour motiver et faire adopter les dispositifs d'épargne collective par ses collaborateurs et par la même occasion les aider dans la constitution d'une épargne retraite. Comme vous le savez, on en parle beaucoup dans les médias actuellement. Il y a un conclave qui peut-être ne va pas aller jusqu'au bout sur la révision de la dernière réforme des retraites. Donc, c'est un sujet qui est suivi et qui concerne l'ensemble des Français. Donc, voilà. On a avec l'abondement un moyen de doper l'épargne de ses salariés et par la même occasion de les fidéliser. Et les deux nouveautés qu'on a eues avec la loi sur le partage de la valeur, c'est la prime de partage de la valeur qui existait déjà sous la forme de prime Macron. Donc maintenant, ça rentre dans le scope de l'épargne salariale. Et une nouveauté qui est la prime de partage de la valorisation de l'entreprise, qui est une vraie nouveauté à l'effigie de ce qu'on appelle les phantom shares aux États-Unis. Donc c'est une forme de distribution de la valeur de l'entreprise, mais sous réserve de respecter une certaine durée de fidélité dans l'entreprise. Et si la valeur de l'entreprise progresse, à ce moment-là, le chef d'entreprise, ou en tout cas dans le cadre de l'accord qui a été défini, distribue une prime à ses salariés. Et je l'ai souligné tout à l'heure, donc obligation de mettre en place désormais au moins un dispositif pour toutes les sociétés de plus de 11 salariés et la participation qui est obligatoire à partir de 50 salariés. Et enfin, le nouveau paysage, hein, j'allais dire, pour les entreprises qui ont mis en place antérieurement des dispositifs de retraite obligatoire, facultatifs, donc on serait plutôt sur des dispositifs catégoriels, souvent mis en place par décision unilatérale. On a la possibilité désormais d'harmoniser ces dispositifs avec le PERCO, lorsqu'on le transforme en PER collectif, pour avoir deux dispositifs d'épargne retraite qui suivent des objectifs différents, puisque dans la retraite supplémentaire, l'entreprise va verser des cotisations obligatoires. Dans le cadre du PER collectif, le salarié va pouvoir faire des versements volontaires, mais également verser ses primes de participation et d'intéressement ou de PPV lorsqu'il y a au sein de l'entreprise. Et en complément, le PEE, qui est un dispositif d'épargne à court moyen terme, donc c'est pour financer des projets très concrets pour les salariés, notamment avec un peu plus de 14 cas de sortie anticipée, comme l'achat de la résidence principale ou les nouveautés qui ont été intégrées par la loi Industrie verte, comme l'achat d'un véhicule propre, des travaux de rénovation énergétique ou, j'allais dire, une condition de salarié proche aidant qui va permettre de pouvoir déclencher le rachat de cette épargne. Voilà, donc on est dans un dispositif qui est simplifié, harmonisé, et on va le voir aussi dans le cas pratique que je vais partager avec vous, comment nous avons aidé cette société, en tout cas, à optimiser tout ce dispositif. Et je pense que Margot a une question Oui, à effectivement, partager je vais avec vous. lancer un sondage qui va s'afficher à l'écran. On va vous laisser quelques secondes pour répondre. Donc, au cours des 5 dernières années, avez-vous fait évoluer vos dispositifs par rapport à la réglementation qu'Amadou vient de présenter?
On vous laisse encore une minute. Donc, pour l'instant, on a une majorité de répondants qui n'a pas fait évoluer ces dispositifs par rapport à ces réglementations. Très bien. Donc, ça nous fait une bonne transition puisqu'on rentre un peu dans le cas pratique. Donc là, on vous présente un peu le cas d'une société que j'ai accompagnée très récemment dans la transformation de ces dispositifs. Il faut noter que ce projet était initié à la fois par, j'allais dire, notre accompagnement, puisqu'on les a également comme clients sur le pilotage de leurs dispositifs de santé et de prévoyance. Mais il y avait des irritants au sein de l'entreprise, notamment qui étaient remontés régulièrement par les organisations syndicales. C'est-à-dire qu'ils avaient à la fois un dispositif d'épargne retraite article 83, un dispositif PERCO qui a été mis en place en 2006, qui n'a pas été revu depuis 2006, et un PE, l'ensemble de ces dispositifs bénéficiant bien évidemment de l'intéressement, de la participation, la possibilité de faire des versements volontaires, un abondement lié à l'ancienneté au sein de l'entreprise, un compte courant bloqué dans le cadre de l'épargne salariale. Voilà, un ensemble de dispositifs, somme toute, qui n'étaient pas optimisés, tant du point de vue du coût financier, des frais qui étaient proposés par les gestionnaires, puisqu'on avait des gestionnaires différents, un gestionnaire pour l'épargne retraite, un gestionnaire pour l'épargne salariale, et des gestions financières qui n'étaient pas modernes, en tout cas au sens des échanges que j'ai pu avoir avec le CSE et les organisations syndicales, qui étaient très loin de leurs attentes. Voilà, donc notre intervention a permis, comme je l'ai souligné tout à l'heure, d'accompagner l'entreprise dans la transformation de l'article 83 en pair obligatoire. On fera un focus là-dessus tout à l'heure. D'apporter une gestion harmonisée, notamment en transformant le PERCO en pair collectif. Donc, je dis bien gestion harmonisée puisque désormais, les deux dispositifs, même s'ils sont gérés dans des dispositifs différents, donc épargne salariale et épargne retraite, proposent les mêmes supports de gestion en plus du fonds en euros qui était proposé dans le pair obligatoire. Et le PE, qui dispose d'une gestion libre, étendue, et avec les mêmes fonds que le pair collectif et le pair obligatoire. Donc, je l'ai souligné tout à l'heure, on est dans une démarche de simplification. Donc, on a donné une vision que les salariés peuvent suivre dans le temps, puisqu'on a pu optimiser les supports de placement pour l'ensemble des dispositifs, de manière à ce qu'ils puissent faire des choix simples et éclairés et en bonne connaissance des supports de placement sur lesquels ils vont investir. Donc, la transformation du pair collectif et du pair obligatoire a permis, je l'ai souligné tout à l'heure, la mise en place de compartiments dédiés au versement volontaire de l'épargnant, qui peuvent être déductibles ou non déductibles, alors que dans l'article 83, on n'avait que des versements déductibles. Donc, ceux qui n'ont pas vraiment d'intérêt fiscal à très court terme et qui préfèrent plutôt avoir l'abattement fiscal à la sortie peuvent choisir de faire des versements non déductibles. On a également une poche qui est dédiée à l'épargne salariale. C'est le cas des versements qui proviendraient du pair collectif. Donc, l'ensemble de ces versements, désormais, sont fléchés sur une poche dédiée à l'épargne salariale et qui peut également maintenant accueillir des transferts d'anciens dispositifs donc, que les salariés avaient dans leur ancienne entreprise, puisqu'il y a eu plusieurs opérations de fusion dans cette société. Ils peuvent maintenant rapatrier leur épargne dans cette poche de manière très simple et lisible. Amadou, les slides ont sauté. Est-ce que tu peux nous repartager ton écran, s'il te plaît? Très bien. Merci. Merci. Désolé. Donc, je continue. Je l'ai souligné. Hein. Donc, transformation de l'article 83 en pair obligatoire, transformation du pair collectif en pair éco, ouverture de 3 compartiments dédiés pour chaque type de versement. Les versements volontaires qui arrivent dans le compartiment dédié au versement volontaire, les versements d'épargne salariale qui arrivent dans un compartiment dédié et qui peut accueillir désormais les transferts d'anciens dispositifs qu'ils détenaient dans leurs anciennes entreprises, et un compartiment dédié aux cotisations obligatoires qui est ouvert uniquement dans le cadre du pair obligatoire. L'ensemble de ces compartiments avec la possibilité de choisir pour chaque compartiment une gestion financière dédiée. Voilà. Optimisation de la gestion financière
c'est les mêmes fonds qu'on va retrouver dans ses poches. Et le salarié peut décider, par exemple, pour le compartiment de cotisation obligatoire, d'investir que sur le fonds en euros, une gestion pilotée dans le cadre de l'épargne salariale et une autre gestion peut-être plus risquée pour ses versements volontaires. Et la possibilité désormais de sortir de manière anticipée pour l'ensemble de ces dispositifs, pour l'achat de sa résidence principale ou pour des nouveaux cas qui ont été créés comme les cas de violence conjugale qui peuvent maintenant permettre de racheter son épargne. Voilà. Si on regarde la gestion financière, donc un des irritants qui a été relevé, c'est qu'on n'avait que 4 fonds dans le cadre de ces dispositifs qui ont été mis en place en 2006, je l'ai souligné tout à l'heure. Une volatilité d'à peu près 8,67. Donc la volatilité, c'est un peu le niveau de risque qui était inhérent à ce dispositif et un niveau de rendement de l'ordre de 4,43 annualisé sur les 5 dernières années. On pourrait dire que c'est un bon niveau de rendement, mais ce qu'il y avait en sus, c'était un niveau de frais qui était assez élevé, donc qui pouvait avoir un impact significatif dans le rendement financier qui était servi à la fin de l'année. Voilà. Donc nous, notre travail a été, j'allais dire, de poser un diagnostic sur la gestion de ce dispositif et d'interroger 5 intervenants, donc 5 gestionnaires de différentes tailles sur le marché de l'épargne salariale, avec comme objectif, dans l'accompagnement qu'on a proposé, de trouver un prestataire unique, c'est-à-dire qui puisse gérer à la fois de l'épargne salariale, mais également de l'épargne retraite. Et juste une parenthèse sur cet aspect, donc quand on parle de gestionnaire unique, on va trouver aujourd'hui des gestionnaires d'épargne salariale qui vont mettre en place des partenariats avec des gestionnaires d'épargne retraite, donc des assureurs, pour pouvoir avoir une offre unique. Et donc, cette démarche nous a permis d'apporter cette vision à l'entreprise et d'harmoniser donc la gestion financière. Sans commenter toutes les lignes, donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est passé d'un dispositif avec 4 fonds à un dispositif avec 8 fonds plus le fonds en euros pour le paiement obligatoire. La performance comparée donc, par rapport à leur ancien dispositif sur 5 ans cumulés était de 40% pour le prestataire finalement qui a été retenu, contre 24% sur 5 ans dans l'ancien dispositif. C'est une amélioration de l'ordre de 3% de la performance annuelle et une baisse substantielle des frais de gestion puisqu'on est passé de 1,37 à 0,79. Très concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'on a rétribué, et on va continuer en tout cas dans cette démarche sur les années à venir, 104 000 € de frais qui étaient prélevés dans leur dispositif. Donc on est sur une enveloppe d'à peu près 18 millions d'euros d'encours. 104 000 € qui sont redistribués aux salariés au travers de cette démarche. Donc, on a boosté la performance financière et on a également rendu des frais financiers conséquents aux salariés en optimisant leur dispositif. On a une question donc, pour compléter cette slide que je vais lancer. Donc, comment jugez-vous la performance des fonds de vos plans d'épargne? On vous laisse une minute. Et donc, pour rebondir, Amadou, sur ce que tu disais, quand on parle de performance, on pense souvent au marché financier. Mais donc, à travers ce que tu racontes, on a quand même la sensation que l'entreprise peut avoir la main sur la performance de ses fonds en choisissant soit un gestionnaire qui soit efficace et qui ait une gestion intéressante et Dynamique, pertinente. Effectivement. Juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, donc, quand on parle des marchés financiers, on parle souvent de volatilité, comme actuellement avec l'élection de Trump, l'augmentation des tarifs douaniers, on a une forte volatilité sur les marchés financiers, une baisse accentuée sur le marché américain, le CAC 40 qui se relève après une année 2024 qui n'a pas été la meilleure. Cette volatilité des marchés financiers, on la mesure à l'aune un peu de cet indicateur. Donc, avec un niveau de volatilité relativement proche entre l'ancien dispositif et celui qui a été retenu, on a pu quand même doubler le niveau de performance par rapport à l'ancien dispositif. Voilà, donc l'entreprise peut avoir la main avec un bon accompagnement sur la sélection d'un bon opérateur pour pouvoir choisir un opérateur qui permette de répondre à des objectifs de performance, mais également de suivi sur la durée. Très bien. Et donc, pour répondre au sondage, on a 45% des répondants qui ne connaissent pas la performance de leur fonds.
et 36% qui jugent que la performance est moyenne. Très bien, merci beaucoup. Donc, ça répond un peu aux irritants qui m'ont été exprimés dans le cadre de cet accompagnement. Et donc, nous serons également disponibles pour vous aider à y voir plus clair, en tout cas à la suite de ce webinaire. Un autre point qu'on a pu également améliorer en transformant le pair obligatoire, l'article 83 en pair obligatoire, le pair co en pair collectif, c'était ce qu'on appelle la gestion pilotée. Donc, je l'ai souligné tout à l'heure avec la loi Industrie verte, on y reviendra lorsque nous aurons l'opportunité d'échanger. Mais pour cette entreprise, ce qui était important, c'était de trouver un bon couple risque-rendement, c'est-à-dire de trouver un dispositif qui permette une bonne sécurisation de l'épargne des salariés dans la durée, c'est-à-dire que dès le début, on avait une part plus ou moins importante d'actifs à faible risque, donc qui expose pas l'épargne à des pertes financières importantes, et avec, j'allais dire, une sécurisation progressive. Donc, ce qu'on peut voir ici avec ces escaliers, c'est le niveau de sécurisation, donc d'investissement sur des actifs à faible risque, à mesure qu'on se rapproche de l'âge de départ à la retraite. Donc, à 20 ans de la retraite, il y avait déjà une part d'actifs à faible risque. Et c'est ce qui est reflété également sur la performance par rapport à d'autres acteurs qui préféraient tout investir sur des actifs dynamiques et jusqu'à 10 ans de la retraite avant de commencer la désensibilisation. Voilà. Donc, l'acteur qui a été retenu par notre entreprise, c'est celui qui a permis d'optimiser dans la durée le risque financier tout en délivrant une performance qu'il jugeait acceptable, qui était de l'ordre de 6,86 de performance moyenne par année. Et quand on fait un focus en fonction des âges, donc quelqu'un qui était âgé de 40 ans au 31 décembre 2023, dans le cadre de cette grille pilotée, avait un rendement de 6,89. Quelqu'un qui avait 50 ans, donc avec 50 ans, on était plutôt sur 34% d'actifs à faible risque, on était sur 6,71% de rendement. Et quelqu'un qui était à 3 ans de la retraite, on était plutôt sur 3,15 de performance, ce qui était acceptable, puisque on le sait, il y a eu la réforme des retraites. On a encore des cas de départ anticipé par rapport à l'âge légal qui a été défini. Ça permet de sécuriser l'épargne et de faciliter donc la sortie de son épargne sans subir des à-coups financiers. Si on devait regarder les autres acteurs, bien évidemment, ils proposent des niveaux de rendement très importants, mais ça ne convenait pas à notre client puisque l'aspect qui était regardé, ce n'était pas uniquement le rendement financier, mais également c'était la capacité à faire face aux baisses des marchés financiers. Et donc, on a pu faire des simulations pour pouvoir leur donner une vision qui optimise ce couple risque et rendement financier. Et je l'ai souligné, donc on a transformé ces dispositifs, donc on a baissé le forfait social. Ça représentait une économie de 8 000 euros par année, donc un peu plus de 40 000 euros sur les 5 ans. Un autre point qu'on a optimisé, et je vais passer relativement vite, donc c'est le fonds en euros qu'on retrouve dans les articles 83 ou le pair obligatoire. Donc l'ancien dispositif bénéficiait d'un fonds en euros qui délivrait une performance annuelle de l'ordre de 2,61% brut. Donc on parle bien de performance brute. On n'a pas encore retraité des frais de gestion de l'assureur dans un contexte inflationniste où l'inflation moyenne était de 2,04%, donc sur les 5 dernières années. Ce qui veut dire que le rendement réel, une fois retraité des frais de l'assureur, était de 0. C'est-à-dire que sur 5 ans, bien évidemment, chaque année, vous recevez un courrier qui vous dit que vous avez 2,61 de rendement brut de la part de votre assureur. Une fois qu'on a retraité de l'inflation et des frais de l'assureur, c'est comme si votre épargne n'avait pas généré, j'allais dire, de rendement, puisque le rendement réel est de 0. Donc, on a pu sélectionner le même opérateur que pour les autres dispositifs qui puisse délivrer un rendement supérieur à 3%. Donc, on était à 3,32%. Optimiser les frais de gestion du fonds en euros de sorte à pouvoir avoir un rendement réel, un taux qui soit supérieur à 1% sur les 5 dernières années. Donc, ça, c'était notre base de travail qui nous a permis de dégager 0,71% de rendement annuel une fois retraité de l'inflation et des frais de l'assureur. Voilà, donc on parle toujours d'optimiser l'épargne financière des collaborateurs. Ici, on a tenu à respecter et à valoriser l'épargne dans la durée.
Et enfin, un point important pour ceux qui disposent d'un dispositif d'épargne salariale, c'est les frais de tenue de compte. Donc, ces frais sont supportés par l'entreprise. Avant notre intervention, l'entreprise avait déjà renégocié ses frais, donc jusqu'à 11 000 euros par année, donc ce qui représente un budget de 60 000 euros sur 5 ans. Après notre intervention, on a pu baisser ses frais sur 5 ans à 7 000 euros, ce qui représente un peu plus de 1 600 euros en moyenne par année, ce qui fait une économie de l'ordre de 50 000 euros de frais de tenue de compte. Voilà. En plus de ces frais de tenue de compte, on a pu négocier un budget pour pouvoir financer du coaching financier, accompagner les salariés pendant 2 ans pour pouvoir les aider à bien comprendre leur dispositif, de manière à aussi faire les bons choix en termes d'investissement. Je pense que Margot avait une dernière Tout à question. fait. On a une dernière question sur les frais. Comment évaluez-vous les frais de vos plans d'épargne? Élevés dans la moyenne, plutôt faibles? On ne sait pas. C'est encore 30 secondes. On a un peu plus de 83 personnes, pardon, qui ne savent pas comment sont leurs frais et 17% qui sont dans la moyenne. Ah, ça vient de changer. 13% dans la moyenne et 13% élevés. OK. Merci beaucoup. Donc, effectivement, et je fais juste une parenthèse, donc les frais de tenue de compte sont supportés par l'employeur. Donc, quand on optimise ces frais, c'est plutôt un budget qui est rendu à l'entreprise. Et comme on l'a souligné tout à l'heure, quand on fait le travail sur les supports financiers, ça, c'est des frais qui sont plutôt rendus aux salariés. Ici, on avait un 37 de frais en moyenne. On est passé à 0,79. Sur l'encours total qui était épargné par les biens de 18 millions d'euros, c'est 104 000 euros qui ont été rendus aux salariés dans la performance de leur épargne. Et le dernier point qu'on a regardé et qui était également important pour l'entreprise, c'était l'optimisation des services. Je l'ai souligné, donc on a travaillé pour trouver un prestataire unique qui puisse faire des reportings de manière optimale pour l'entreprise et les salariés. Donc, cette entreprise a pu mettre en place un dispositif qui permette de consulter ces dispositifs d'épargne salariale, donc PE, PERICO, mais également d'épargne retraite obligatoire, PER obligatoire, sur une même plateforme. Donc, désormais, les salariés, quand ils vont se connecter, ils vont avoir une vision unique de l'ensemble de leurs dispositifs sur leur plateforme sans avoir à faire de l'agrégation comme le proposaient d'autres acteurs. Cet opérateur a également mis en place un relevé unique. Donc, chaque année, quand les salariés vont recevoir leur relevé d'épargne retraite et d'épargne salariale, ils vont avoir, j'allais dire, sur 3-4 feuillets, l'ensemble des informations sur leur dispositif, ce qui permet d'archiver ces documents, si jamais on en a besoin pour l'avenir, ou pour tout simplement faire ces déclarations d'impôts, puisque chaque année, voilà, on a la capacité de faire des versements volontaires dans ces dispositifs. Ça permet de retrouver tout simplement les informations qu'on a besoin de répliquer sur ces déclarations fiscales. Une application mobile qui reflète également l'ensemble des dispositifs qui sont mis en place au sein de l'entreprise. Un robot advisor, donc ça c'est un conseil financier digital qui va permettre d'accompagner les salariés dans des simulations pour pouvoir trouver leur profil d'investisseur de manière à pouvoir faire les bons placements. Et je l'ai souligné également, un budget qu'on a pu négocier de 20 000 euros qui permet de financer du coaching financier. Donc, c'est des conseils en gestion de patrimoine qui sont habilités par l'AMF, qui vont prendre contact avec les salariés pour pouvoir les informer sur leur dispositif qui existe au sein de l'entreprise, mais également répondre à leurs questions sur les supports d'investissement, mais également sur leur stratégie de placement. Donc, ils sont habilités pour faire du conseil en investissement sans pour autant aller sur d'autres dispositifs que ceux qui sont proposés dans l'entreprise. Donc, on fait un focus dans ce qui existe dans l'entreprise pour pouvoir donner les bons conseils et accompagner les salariés et les acculturer, j'allais dire, dans la connaissance de leurs dispositifs de partage de la valeur. Donc, ça, c'était un point également important pour l'entreprise, pour tout simplement valoriser les dispositifs qui existaient
et accompagner, comme je l'ai souligné, on est dans la semaine de l'éducation financière, donc les collaborateurs. Donc, en synthèse, notre intervention a permis de poser un état des lieux très concret, de pouvoir répondre également à des attentes du CSE et des organisations syndicales de cette entreprise. Ça nous a permis de mettre en conformité et de moderniser les dispositifs puisqu'on a pu transformer l'article 83 et le père collectif en père obligatoire et père collectif. Par la même occasion, réduire le forfait social sur l'article 83. Sur la partie financière, donc on a optimisé la gestion avec un prestataire unique, donc qui pilote à la fois le PE, le père collectif et le père obligatoire, avec un accès unique à l'ensemble des dispositifs. Une gestion financière intégrée puisqu'on va retrouver les mêmes supports de placement dans l'ensemble des dispositifs, donc en passant de 4 supports à 9 supports, avec le fonds en euros qui se retrouve dans le père obligatoire. Une gestion pilotée, optimisée pour pouvoir faciliter la vie à ceux qui ne veulent pas choisir eux-mêmes leur support de placement et dégager des économies substantielles, je l'ai souligné tout à l'heure. Donc le budget qu'on a pu récupérer, qui a été redistribué soit sous forme de performance financière, soit sous forme de baisse de frais, était de 121 000 euros par année, donc un peu plus de 500 000 euros sur 5 ans, qui vient booster, c'était le thème de notre webinaire, booster les dispositifs d'épargne salariale de cette entreprise. Voilà, donc on a une meilleure valorisation avec le coaching financier pendant 2 ans. Les salariés peuvent contacter un conseiller les conseillers qui vont les aider dans leur choix d'investissement ou dans la compréhension de leur dispositif, et ainsi renforcer donc le dialogue social au sein de l'entreprise, puisque dans toute cette démarche, le CSE était présent dans le cadre de l'audit, dans le cadre de notre appel d'offres, dans le cadre de l'oral à l'appel d'offres, mais également sur toutes les séquences suivantes, notamment la signature d'un PV de transfert pour pouvoir transférer l'épargne salariale ou une DUE pour pouvoir transférer de manière collective l'épargne retraite obligatoire vers le nouvel opérateur. Voilà, donc c'est ces points-là qu'on voulait mettre en exergue au travers de ces 5 questions qui ont été un peu notre fil conducteur pour mener à bien cette étude et faire gagner, j'allais dire, 500 000 euros à notre client pour une opération qui a duré un peu plus de 9 mois. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat, Margot. Non, il n'y a pas de questions spécifiques. On se garde 5 minutes peut-être voilà, pour pouvoir répondre aux questions. On est dans le timing, il nous reste encore 1 minute, mais voilà, je reste disponible pour répondre à d'éventuelles questions complémentaires. Peut-être que tu peux passer à la dernière slide parce qu'on a donc réalisé un livre blanc, donc un guide de l'épargne collective. Donc vous pouvez télécharger via le QR code qui s'affiche. Effectivement. Dans lequel on a des interviews de clients, d'entreprises, de DRH sur voilà, qui mettent en avant quelques bonnes pratiques avec des cas concrets sur l'épargne collective, donc salariale ou épargne retraite. Et sans faire de teasing, voilà, l'entreprise que j'ai citée dans le cadre de ce webinaire a également participé aux interviews de notre livre blanc. Donc, ça vous permettra d'avoir de vrais insights de professionnels des services de ressources humaines et de pilotage de rémunération. Madou n'a pas de questions. Je pense qu'on va pouvoir clôturer. Ah si, j'ai une question. Alors, Macron a annoncé qu'il va piocher dans nos poches pour sa guerre. Comment peut-il forcer à orienter tous ces dispositifs pour forcer à acheter la dette de guerre? Effectivement, donc c'est un sujet d'actualité et on le sait, hein, on va dire qu'aujourd'hui, il y a plusieurs pistes qui sont regardées par l'État. On a parlé il y a quelques années de la suppression de l'ISF, qui est une piste qui a été plutôt édictée ou donnée par le Parti socialiste et les filles. Et l'État regarde plutôt du côté de l'épargne. On l'a souligné, on a 350 milliards d'euros d'épargne qui sont dans des dispositifs d'épargne plus ou moins longues. Si je sors le PE, on va être plutôt sur quelque chose de l'ordre de 200 milliards d'euros. L'État va pouvoir, demain, en tout cas, c'est ce qu'on regarde, fixer un nouveau cap ou de nouvelles obligations dans le cadre des dispositifs d'épargne longue, d'avoir peut-être un pourcentage de son épargne qui soit
orientée, fléchée dans le financement de l'industrie de guerre. Cela dit, le débat est en cours, donc il n'y a pas encore de cap vraiment fixé, Il y a eu une mais ça annonce reste une ce piste. matin, alors je sais, ça peut peut-être compléter ta réponse, Amadou, Tout à fait. mais le ministre de l'économie qui a annoncé la création d'un fonds de 450 millions d'euros dans lesquels les Français pourront investir pour financer le secteur de la défense. Qu'est-ce Effectivement. il y a d'autres dispositifs qui seront mis en place? Je ne sais pas, mais dans tous les cas, c'était une annonce voilà, de ce matin. C'est Margot. Et on n'a pas d'autres questions. Très bien. Donc, Merci à tous pour votre participation. Merci Amadou pour ton éclairage sur ce sujet-là. merci beaucoup. Donc, on reste à votre disposition. Pour ceux qui nous connaissent et qui disposent de mon adresse mail, donc n'hésitez pas à me contacter directement. On reste à votre disposition pour pouvoir vous accompagner dans l'audit de vos dispositifs, mais également pour pouvoir les optimiser, comme on l'a fait pour notre client qui est très satisfait et que j'ai accompagné très récemment dans une commission intéressement et participation, où ils ont renouvelé également leur, j'allais dire, leur satisfaction sur le nouveau dispositif dont ils disposent. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Bonne journée.